Bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous être connectés à ce webcast SCC et Apple. Je m'appelle Olivier Scarpi, ingénieur mobilité spécialiste des solutions Apple chez SCC. Denis Arditi d'Apple et moi allons vous exposer aujourd'hui les nouveautés autour de iOS 12. Nous verrons également les mises à jour des outils de gestion, d'intégration et de déploiement de l'OS. Denis, je te laisse la main. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc Denis Arditi, ingénieur en vente dans les équipes Apple, et je vais avoir le plaisir, comme l'évoquait Olivier, de présenter avec lui les nouveautés autour d'iOS 12 et les nouveautés autour du monde et du contexte entreprise bien évidemment. Ce que nous vous proposons, c'est de reparcourir l'agenda que vous aviez reçu par l'invitation, à savoir encore une fois les nouveautés iOS 12 pour le monde de l'entreprise. Nous passerons aussi un petit peu de temps sur la partie déploiement, les nouveautés autour du déploiement concernant les produits Apple avec la dynamique Zero Touch. Nous reviendrons sur des aspects migration vers Apple Business Manager et présentation du portail. Je pense que vous commencez à être familier avec ce qui s'est passé en juin pour ce qui concerne les programmes DEP et VPP et leur migration vers Apple Business Manager, le nouveau portail qui unifie ces deux programmes. Et nous terminerons ensemble sur un parcours des offres et services de SCC autour des offres Apple, bien évidemment. Pour commencer en douceur, les nouveautés autour d'iOS 12, comme je vous l'évoquais, ça se décomposera en deux parties. Un aspect relatif à des évolutions fonctionnelles et de nouveaux scénarios, de façon à ce que vous soyez informés, que vous puissiez identifier ces différents aspects sur lesquels vos utilisateurs finaux n'hésiteront certainement pas à vous questionner. Donc déjà première chose, iOS 12 mis à disposition en version finale le 17 septembre dernier. Sachez qu'aujourd'hui nous sommes dans la version officielle, la version 12.1 et la version bêta en cours et la 12.1.1 si vous souhaitez l'évaluer dans votre contexte. Donc nous commençons avec ces éléments de nouveauté. Première chose, pour ce qui concerne les processeurs modernes, je pense que vous êtes assez familier avec le fait que ces processeurs aujourd'hui ont la capacité d'adapter leur fréquence de façon à consommer un peu moins de batterie ou à délivrer plus de performance à un instant T fonction de l'usage de vos collaborateurs. Donc dans les générations précédentes d'iOS, nous avions une montée en fréquence qui était progressive et une décélération de cette même fréquence qui l'était tout autant. Donc vous aviez une courbe, si vous êtes familier avec la courbe de Gauss, c'est un peu ce que ça représentait en termes de montée en fréquence et de décélération de celle-ci. Cette évolution, ce mécanisme-là a été modifié avec iOS 12 et aujourd'hui, vous l'avez, j'espère en tous les cas, observé, quels que soient les terminaux dont vous êtes équipés, éligibles à iOS 12, et on verra cette liste en fin de cette section, quels que soient donc ces terminaux, vous avez une montée en fréquence qui est beaucoup plus agressive aujourd'hui lors du démarrage d'une nouvelle application ou lors de l'utilisation d'une fonctionnalité d'une même application, de façon à donner plus de réactivité, à donner plus de sensations de performance à vos utilisateurs et une décélération de la même façon qui est un peu plus progressive que la montée en fréquence, mais qui est plus agressive que celle qui existait auparavant avec cette fameuse courbe de Gauss. Donc l'idée est vraiment de tirer parti au maximum des performances d'un processeur à un instant T, tous ceux qui équipent les gammes iPhone et iPad ainsi qu'iPod, de façon à encore une fois améliorer l'expérience utilisateur lors du lancement d'applications ou du lancement de certaines actions, de certaines tâches au sein de ces applications. Donc voyez-y un bénéfice bien évidemment, mais soyez conscients de cette modification et de ce que ça peut provoquer en termes d'expérience utilisateur chez vos mêmes utilisateurs. Deuxième élément qu'on souhaitait parcourir avec vous aujourd'hui, donc Siri, vous connaissez très certainement l'assistant vocal qui est inclus dans nos différents systèmes et solutions côté Apple. Siri, c'est aussi toute la notion d'intelligence artificielle locale au device. Ce sont des choses que vous connaissez très certainement si vous, au sens utilisateur final, vous utilisez par exemple photo ou galerie. C'est la notion de reconnaissance de visage. Tout ceci appartient à la sphère Siri au sens apprentissage machine learning. Encore une fois, j'insiste bien sur un credo qui est véritablement un élément différenciateur côté Apple, c'est la notion de confidentialité d'information. Aucune information liée à l'exploitation au sens intelligence artificielle n'est propagée vers le cloud Apple. Ce sont des choses qui sont effectuées, des traitements qui sont effectués en local. Pour autant, ce que l'on souhaitait évoquer sur ces diapositives, c'est attendez-vous, si vous ne l'avez pas déjà observé, à ce que Siri vous fasse de plus en plus de propositions. Imaginons, vous avez dans votre agenda un rendez-vous avec un numéro de téléphone. Quelques minutes avant le rendez-vous, Siri vous proposera de lancer un appel téléphonique vers le numéro que vous aviez défini. Donc Siri va venir vous accompagner, venir assister vos utilisateurs dans leur quotidien, de façon à leur proposer automatiquement des mécanismes, des actions qui leur simplifieront la vie, sans qu'eux aient quoi que ce soit à faire ou à créer de leur côté
au sens dynamique. Ça peut être aussi par exemple la possibilité quand vous rentrez en réunion, Siri a identifié que vous êtes dans une réunion ou qu'elle est planifiée dans votre agenda avec une localisation voire une salle, et Siri vous proposera de passer en ne pas déranger pour la période de la réunion, voire de prolonger, si vous n'avez pas changé de localisation, de prolonger de quelques minutes cette notion de ne pas déranger de façon à éviter que votre téléphone sonne ou vibre pendant cette même réunion et que vous puissiez rester concentré sur celle-ci. Toujours dans la notion de, alors c'est shortcut en anglais, voyez raccourci sur la diapositive précédente et sur cette diapositive. Donc vous connaissiez peut-être l'application Workflow. Workflow a été renommé shortcut, raccourci dans iOS 12 et c'est par extension par rapport à la mécanique de machine learning que je vous évoquais avec Siri, c'est une application qui identifie les applications compatibles qui exploitent le SDK Shortcuts en l'occurrence. Donc ça peut être votre application bancaire, ça peut être une application métier et l'idée qui se cache derrière raccourci, c'est la capacité de définir un workflow, de définir un ensemble d'actions incluant ou impactant différentes applications. C'est par exemple utiliser FaceTime, comme on le verra dans quelques instants, FaceTime avec une conférence de groupe. Et c'est tout simplement de récupérer une partie de vos contacts, une liste de contacts que vous avez définie, par exemple de votre société, ceux avec lesquels vous travaillez le plus régulièrement. Vous la présentez et vous allez pouvoir cocher les contacts que vous souhaitez impliquer dans la conférence. Et Siri Shortcut automatiquement montrera la conférence telle que vous l'avez définie. Donc si vous devez retenir quelque chose en synthèse, raccourci ou shortcuts pour ce qui concerne iOS 12, ça va être la capacité d'impliquer des fonctionnalités de différentes applications et de les inscrire dans un seul et unique raccourci que l'utilisateur pourra enclencher et l'ensemble du scénario qui a été défini s'exécutera comme si vous aviez conçu une petite application impliquant différentes fonctionnalités d'autres applications. Je vous évoquais très brièvement FaceTime et iMessage. Donc sachez que ces deux applications avec iOS 12, en plus précisément iOS 12.1, ces deux applications ont été étendues en termes de possibilités et de capacité. D'une part, vous allez maintenant pouvoir faire un FaceTime jusqu'à 32 participants, pareil pour iMessage, et vous allez pouvoir rentrer dans un FaceTime ou une session iMessage a posteriori. Donc pas besoin d'avoir été invité par rapport à FaceTime, d'avoir été invité depuis le départ. On a la possibilité de vous faire participer à une conférence déjà enclenchée, même si celle-ci est déjà en train de se dérouler. Donc pas d'impact, on va dire, au sens utilisateur du terme, si ce n'est bien évidemment des bénéfices à envisager et à encadrer peut-être au niveau infrastructure réseau pour les conférences qui se dérouleraient en interne d'une organisation, bien évidemment. Très rapidement, quelques points aussi sur lesquels j'attire votre attention. Là, ici, vous avez trois pictogrammes qui représentent le premier, ne pas déranger. Donc, c'est la capacité, comme je vous l'évoquais avec Siri Shortcut, de se retrouver régulièrement avec des propositions faites par le terminal disposant d'iOS 12 de est-ce que vous souhaitez passer en ne pas déranger, de façon à vous concentrer sur une réunion, à ne pas être dérangé pendant un parcours en automobile, par exemple, et de respecter par conséquent les lois qui s'imposent aux usages des terminaux mobiles sur des véhicules roulants. L'aspect, le deuxième pictogramme, lui, est relatif à la notion, on va dire, de notification. Vous avez vu qu'elles avaient déjà évolué avec iOS 11. On a continué l'évolution côté iOS 12 avec une notion de regroupement d'une part, par catégorie, par application, selon les souhaits de l'utilisateur, et aussi la capacité de se désabonner. Vous recevez une notification, vous ne souhaitez plus recevoir de notification de cette même application. Vous allez pouvoir directement au niveau de la notification supprimer toute future notification de l'application. Ça vous évite d'aller dans Réglages et de changer le paramétrage lié à l'application. Vous allez directement pouvoir le faire quand vous recevez la notification. Le dernier pictogramme, il est relatif à, on va dire, un tableau de bord sur l'usage du terminal tel que vous le faites au quotidien pour vos utilisateurs. C'est se rendre compte un petit peu du temps qu'ils passent sur leurs équipements, sur telle ou telle application de réseaux sociaux, de courrier électronique, d'iMessage ou de SMS par exemple. C'est leur donner une vue synthétique sur la semaine de la façon dont ils ont passé du temps, le nombre de fois qu'ils ont regardé leur terminal. Et c'est faire prendre encore une fois conscience à vos utilisateurs, notamment dans une dynamique de respect de leur temps privé. C'est leur faire prendre conscience du temps passé sur ces équipements et peut-être leur permettre de redéfinir les priorités par rapport à ces usages.
Dernier point, très rapidement, tout un ensemble d'autres nouveautés et d'autres apports. Un que je vous mentionnerai plus spécifiquement, c'est le premier pictogramme, c'est CarPlay. C'est enfin la possibilité de disposer par exemple de l'application Waze sur une voiture ou un véhicule disposant de CarPlay. Donc ce sont des évolutions qui ont été amenées aussi dans iOS 12 et sans les parcourir de façon exhaustive, voici à quoi vous attendre et à quelle expérience vos utilisateurs seront agréablement confrontés sur cette nouvelle mouture. Compatibilité, je l'avais évoqué, on reprend l'ensemble du line-up, du portfolio de terminaux qui étaient compatibles à iOS 12. Vous ne le voyez pas sur ces diapositives, bien évidemment que les tout derniers terminaux qui ont été annoncés, aussi bien l'iPhone 10S, 10S Max, 10R, ainsi que le dernier iPad Pro, sont bien évidemment livrés aujourd'hui avec iOS 12. Sinon, vous retrouvez l'intégralité, encore une fois, du portfolio jusqu'à l'iPhone 5S, ce qui est plutôt assez intéressant et assez agréable dans un contexte entreprise, en termes de compatibilité par rapport au MDM notamment. Je vais donner la main à mon éminent collègue Olivier pour la suite et le sujet amélioration technique. Merci Denis. Nous allons continuer sur la mise à jour des nouveaux outils Apple à destination des entreprises. Hop. Voilà. Apple Business Manager. Alors, c'est une des grosses nouveautés en relation avec les déploiements iOS en entreprise et la refonte de l'interface de gestion des terminaux Apple. Alors, certains d'entre vous utilisent déjà certainement peut-être le DEP, le VPP et peut-être déjà Apple Business Manager. Pour expliquer rapidement le contexte, Apple a constaté que les administrateurs informatiques aimaient travailler avec Apple School Manager, qui est le portail de gestion dédié aux établissements scolaires. Et bien depuis le mois de juin, il y a eu une refonte pour les entreprises qui a été faite dans la même ressemblance que ce portail destiné à l'éducation. Donc il s'agit d'un portail web qui permet à vos équipes informatiques de gérer le déploiement des appareils, d'acheter et distribuer du contenu et de gérer leur organisation. Dans les prochains slides, nous allons voir différents composants, dont la mise à niveau automatisée des portails DEP et VPP, un peu l'ancienne version, du contenu à distribuer sur vos terminaux, ainsi que les nouveaux rôles d'administration. Ces slides sont divisés en 4 parties qui regroupent les fonctionnalités de ce nouveau portail. Il existe aujourd'hui et avant l'utilisation du nouveau portail Apple Business Manager, 2 outils. Le portail DEP et le portail VPP sur 2 consoles d'administration distinctes. Un portail pour le DEP afin de gérer et de superviser votre flotte de matériel, les iPads, les iPhones et les Macs, entre autres, et un portail VPP, Volume Purchase Program, pour gérer vos applications. Ces 2 portails obligeaient une manipulation et un multifenêtrage sur les navigateurs qui rendaient souvent la tâche d'administration peu aisée. Sachant que la plupart du temps, même très souvent, un onglet supplémentaire est ouvert pour pouvoir gérer votre console MDM. Il existe donc, comme on le voit à l'écran, une URL de connexion, mais 2 portails d'administration. La nouveauté donc depuis le mois de juin 2018, Apple propose, en se connectant à votre portail DEP, la migration gratuite vers Apple Business Manager. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée afin de pouvoir bénéficier des nouveautés de celle-ci. L'unification et le rapprochement de ces 2 outils, au sein d'une même console facilite leur utilisation et le management de votre matériel. Pour les utilisateurs existants de la console DEP, rien ne change à proprement parler, puisque c'est la console VPP qui, elle, s'ajoute à Apple Business Manager. Pour les futurs clients DEP et VPP, les créations se font maintenant automatiquement vers la nouvelle console. Vous voyez sur le slide l'URL d'inscription notée en bas. Donc dans ce nouveau cas de figure, il n'existe plus qu'une URL de connexion et plus qu'un seul portail d'administration. Pour revenir sur la notion d'organisation, dans les anciens programmes DEP, il fallait voir les choses de la façon suivante. Si vous étiez déjà ou êtes déjà inscrit au programme DEP et ou au programme VPP depuis 2014, votre organisation est éligible à la mise à niveau vers Apple Business Manager.
Chaque inscription individuelle au DEP entraîne la création d'une nouvelle organisation. Votre entreprise peut donc en posséder plusieurs déjà inscrites à ces différents programmes. Dans ce cas précis, les organisations doivent être regroupées avant la mise à niveau. Ce regroupement est facilité et est à demander aussi au support Apple pour les entreprises. SCC peut vous aider si besoin dans la marche à suivre. Sur le slide à l'écran, nous voyons la page d'invitation à la mise à niveau depuis la console DEP. Donc c'est ce que vous verrez si vous avez entre guillemets l'ancienne version de la console. Vous verrez cet affichage qui vous invite à la mise à niveau de votre console. Donc par défaut, vous êtes éligible. Cette mise à niveau en tant que telle, elle ne dure que quelques minutes. Il ne vous sera demandé que quelques informations supplémentaires et vous serez automatiquement redirigé vers la nouvelle URL de la console Apple Business Manager. Pour la partie appareil, l'inscription des appareils est intégrée à Apple Business Manager exactement comme cela l'était avec le portail DEP. Cela permet donc un déploiement rapide et rationalisé de votre matériel que vos entreprises à acheter ou auprès d'un revendeur tel que SCC ou alors directement chez Apple via un compte Enterprise. Pour info, je vous rappelle que l'inscription au DEP active la supervision de manière automatisée. Il n'est plus nécessaire de passer par des outils comme Apple Configurator. Autre nouveauté, en plus des fonctionnalités du programme DEP, vous pouvez maintenant définir des serveurs MDM spécifiques par défaut selon le type d'appareil. En pratique, cela veut dire que vous pouvez affecter à un serveur MDM un type de matériel précis. Exemple, un MDM pour les Mac et un autre MDM par défaut pour les iPhones, iPad ou Apple TV ou Apple Touch. La gestion du contenu. La nouvelle section Apps et livres d'Apple Business Manager, anciennement donc la partie VPP, constitue maintenant une section unique et centralisée où les entreprises peuvent acheter et gérer du contenu en volume. Cette nouveauté offre également de nouvelles fonctionnalités comme le transfert de licences d'applications entre différents sites de votre organisation, le partage de ces licences entre les acheteurs d'un même site. La méthodologie d'inscription à votre serveur MDM se fait de la même manière qu'auparavant avec un jeton, mais la recherche d'applications et leur inscription est grandement simplifiée. Par ailleurs, une option dans la console permet d'importer un ancien compte d'un portail VPP avec toutes les applications déjà achetées. En fait, vous pouvez migrer simplement de votre ancien portail vers le nouveau portail Apple Business Manager en rentrant votre adresse email de votre compte VPP et toutes vos applications seront automatiquement transférées sur le nouveau portail. La partie rôle. Encore une autre nouveauté d'Apple Business Manager sont la création de rôles spécifiques. Cela vous permet de créer de nouveaux identifiants Apple gérés. Par gérer, j'entends que ces comptes sont créés dynamiquement au sein de la console. Il n'est plus nécessaire de créer un compte Apple ID spécifique pour se connecter à la console ou pour définir des rôles dédiés. Ces comptes sont donc associés, comme je le disais, à des rôles qui facilitent la gestion des employés, des appareils et des contenus. Vous pouvez par exemple créer jusqu'à 5 comptes administrateurs supplémentaires, ainsi que des comptes gestionnaires de contenu pour vos applications VPP, des gestionnaires d'appareils pour gérer vos inscriptions de matériel dans le DEP. À l'écran, juste rapidement, la partie Apps et livres qui gère votre partie applicative. Donc on le voit, la recherche, l'achat et la gestion n'est plus du tout pareil que sur l'ancien portail. Elle se fait maintenant sur une même page. On peut voir en un coup d'œil le nombre de licences achetées et utilisées en temps réel. Pour finaliser mes commentaires précédents, voici une présentation simplifiée de ce que nous pouvons vous proposer dans le process d'intégration de type Zero Touch avec les outils que propose Apple. Rapidement, la phase 1, l'achat de matériel Apple via votre fournisseur tel que SCC. La phase 2, la partie gestion DEP et VPP avec la création ou la mise à niveau vers Apple Business Manager. La phase 3, création, la mise à disponibilité et ou configuration de votre serveur MDM. Et pour finir, phase 4, l'intégration et la distribution de votre matériel.
Expertise MDM. Pour vous accompagner dans la gestion de vos projets actuels ou futurs autour des solutions Apple, SCC propose une expertise avec les principaux acteurs MDM et EMM du marché tels que VMware AirWatch, Jamf, Citrix et Mobile Iron. La mise en disponibilité d'Apple Business Manager. Apple Business Manager est maintenant disponible dans 64 pays. Si vous avez un doute concernant cette disponibilité, dans le cas où vous auriez une branche de votre entreprise à l'étranger, n'hésitez pas à revenir vers nous. Concernant la partie VPP, Apple a également ajouté 10 pays supplémentaires tels que l'Autriche, la Belgique, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse. Je laisse maintenant la main à Denis pour la partie nouvelles fonctions disponibles sur iOS 12. Merci Olivier. Donc pour ces nouvelles fonctionnalités, nous allons démarrer parce que ce à quoi vous êtes confrontés ou vos utilisateurs sont confrontés lors d'un déploiement, ce sont les fameux écrans qui les accueillent, les informent sur la déclaration d'un Apple ID par exemple, le fait de régler ou pas le langage et la région d'un terminal. Vous avez aussi un petit encart sur la partie Apple TV. Donc juste pour vous donner les grilles de lecture, en haut sont la rubrique, là on est dans les assistants de configuration. Vous avez les différents écrans qui ont pu être rajoutés et juste à côté vous voyez à quelle version, soit pour le Mac, soit pour les iPads et iPhone, donc iOS en l'occurrence, cela a été rajouté. Et ici, vous n'avez pas que les nouveautés autour d'iOS 12, je me suis permis de reprendre des éléments qui sont apparus dans les dernières générations d'iOS notamment. Des éléments sur lesquels on reviendra, Software Update, j'espère que vous avez bien identifié cette rubrique-là avec iOS 11.3, mais on va y revenir d'ici quelques instants, bien évidemment. Première chose, restrictions qui peuvent vous intéresser dans le cadre d'un usage ou de la mise à disposition d'équipements iOS pour vos collaborateurs. Si vous êtes familier avec le monde iOS et les équipements iOS, vous avez peut-être vu apparaître des fonctionnalités qui vous permettent assez classiquement, et c'est historique de ce point de vue-là, la partie autocomplétion. Quand vous êtes, imaginons, sur un accès à un portail intranet avec une authentification qui pourrait être basée sur l'Active Directory, l'utilisateur remplit le champ justement avec son login et on lui propose directement de remplir la partie mot de passe. Vous pouvez souhaiter que que cette mécanique-là ne soit pas activée, de façon à protéger l'accès, à éviter que si le terminal était compromis, volé ou autre, et que le passcode du collaborateur ait été découvert, que la personne qui a accédé physiquement à cet équipement puisse se connecter à votre intranet s'il n'est pas protégé par un accès VPN par exemple ou par une autre mécanique d'authentification que la simple logique compte mot de passe. Donc vous avez la possibilité sur un équipement supervisé, et on y reviendra si vous le souhaitez dans la partie questions-réponses, la possibilité de désactiver l'autocomplétion quand une personne se connecte et qu'elle a déjà rempli au moins une première fois son compte au mot de passe, éviter de rejouer la dynamique mot de passe. Password sharing et password proximity request, c'est relatif à la notion d'accès au Wi-Fi. Vous en êtes, j'espère que vous en avez fait l'usage et eu le bénéfice. C'est la capacité tout simplement de vous connecter en Wi-Fi. Et dès que vous avez dans un espace, mettons un restaurant, un cybercafé ou autre, vous êtes le premier collaborateur ou la première personne d'un petit groupe à vous connecter sur le Wi-Fi de l'endroit où vous êtes, et c'est vous qui allez être le premier à saisir le mot de passe du Wi-Fi considéré. Ce que vous avez aujourd'hui comme possibilité, c'est de partager ce mot de passe avec vos contacts, par exemple. Et donc les personnes qui font partie de votre liste de contacts et qui ont des équipements iOS à proximité vont pouvoir recevoir une notification disant que vous leur proposez de partager le mot de passe du Wi-Fi auquel ils peuvent accéder. De la même façon, pour un équipement supervisé, si vous ne souhaitez pas que ce mécanisme soit mis en place et soit mis à disposition, vous pouvez le contraindre et le restreindre, bien évidemment. Toujours sur les notions de réglage, donc là vous avez un premier point qui rejoint la notion d'autocomplétion que l'on vient de voir, c'est sur un équipement supervisé, vous pouvez imposer que le collaborateur s'authentifie. Alors comment on s'authentifie sur un équipement iOS ou un macOS par exemple? C'est tout simplement le Touch ID ou le Face ID, c'est empêcher l'autocomplétion compte mot de passe, surtout mot de passe, en ayant comme prérequis sur un équipement supervisé que l'utilisateur se soit authentifié au sens Face ID ou Touch ID par exemple. Autre possibilité, la ligne juste en dessous, le fait de restreindre l'accès au port USB à juste une fonction de charge quand l'équipement est verrouillé et pas du tout à des interactions au sens data du terme
avec le device. Autre aspect, c'est la quatrième ligne, c'est la possibilité de restreindre le type d'équipements qui peuvent se connecter en USB au sens échange data avec vos devices. Peut-être juste un Mac avec Apple Configurator pour pouvoir faire du debug ou un équipement avec du Xcode pour permettre à vos développeurs de pousser des applications lors de phases de test sur des équipements en physique. Dernier point que je souligne sur cette diapositive, c'est la notion d'écran d'accueil. Il était possible de réaménager l'écran d'accueil avec les applications entreprises via le MDM. Cette chose ou cette possibilité n'était pas offerte avec les raccourcis vers des applications web, les fameux web clips. Sachez que depuis iOS 12, cette fonctionnalité est maintenant offerte, capacité d'aménager l'écran d'accueil avec des raccourcis web. Autre aspect, sans rentrer dans trop de détails, possibilité par exemple sur l'authentification au hôte, vous le connaissiez très certainement déjà, j'imagine avec iOS 11, ça a été étendu avec iOS 12. Point aussi important, c'est toute la dynamique S-MIME, la possibilité de chiffrer et de signer via des certificats déployés sur les équipements de vos collaborateurs. Donc cette capacité a été aussi étendue en termes de scénario, avec la possibilité de contraindre, obliger, ou au contraire empêcher le fait de signer ou de chiffrer les courriers électroniques ou de laisser la main aux utilisateurs. Donc c'est devenu assez large et assez simple pour vos utilisateurs de soit les encadrer en termes de dynamique, soit au contraire leur laisser une relative liberté sur la gestion de ces mécaniques-là au niveau de leur courrier électronique. J'insiste bien, et là c'était vraiment le sujet sur lequel on souhaitait passer un tout petit peu de temps avec Olivier, c'est toute la dynamique autour des mises à jour iOS. Sachez, si vous ne le saviez pas déjà, que depuis iOS 11.3, vous avez la possibilité de faire deux choses sur ces notions de mise à jour. La possibilité de les décaler de 30 à 90 jours, donc même si une version, imaginons iOS, j'évoquais tout à l'heure la 12.1.1, était mise à disposition, vous avez la possibilité pendant 90 jours d'empêcher vos collaborateurs de voir que cette mise à jour est disponible. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est, imaginons, toujours dans cette dynamique de 90 jours, on peut se retrouver avec une mise à disposition de 3 versions d'iOS, imaginons iOS 12, iOS 12.1 et iOS 12.1.1. Vous allez vous opérer des tests, peut-être pas sur la 12, mais des tests de régression ou des tests d'intégration de différentes applications, notamment métiers avec la 12.1. Et le jour où vous êtes prêt à faire le go de la 12.1, la 12.1.1 est mise à disposition par Apple. Là, vous avez à ce moment-là un deuxième mécanisme que vous pouvez activer qui est de dire « je ne souhaite mettre en disposition ou à disponibilité de mes collaborateurs que iOS 12.1, même si la 12.1.1 est disponible ». Et ça, c'est aussi un mécanisme qui est offert depuis la 11.3. Alors quand je vous dis offert, c'est intégré à iOS. Et il faut vérifier, soit avec notre partenaire SCC, soit directement auprès du vendeur de la solution MDM dont vous disposez, de vérifier avec eux qu'ils ont bien implémenté les deux mécanismes dans leur version de MDM ou de MM. Gestion des mises à jour, juste sur cet aspect-là ou sur cette diapositive. Tout est documenté côté Apple. Il y a un document de synthèse à destination des développeurs d'outils de MDM et je vous recommande de le consulter. Il contient l'ensemble des API mis à disposition par Apple dans iOS et macOS relatifs aux mécanismes de gestion des devices par les EMM ou les MDM. Et cette bibliothèque, cette librairie d'informations est à disposition des clients, ce qui vous permet de tout simplement, par exemple, vous poser la question des fonctionnalités qui peuvent vous intéresser et discuter avec nos partenaires MDM, voir si les différentes fonctionnalités que vous souhaitez et qui sont à disposition dans iOS sont bien implémentées par eux, et si ce n'est pas le cas, quel est leur calendrier par rapport à cela. Je vais redonner la main à Olivier sur une synthèse sur justement les outils de MDM, principalement AirWatch et Jamf, et sur la fin de notre présentation en vous accompagnant. Merci Denis. Donc très rapidement, je vous propose un petit tableau récapitulatif des API de restriction d'ores et déjà disponibles pour deux de nos partenaires MDM, que sont AirWatch et Jamf. Denis vous a parlé précédemment de certaines de ces API, dont l'utilisation d'Auth pour Exchange et de l'autofill ou le mode USB restreint. Juste pour info, et expliquer un petit peu pourquoi ce tableau, tous les MDM ne sont pas à la même enseigne sur les disponibilités rapides des nouveautés iOS, principalement sur iOS 12. Aussi, il est important, et ça c'est pour vous, de vérifier l'ajout de celle-ci ou de veiller à ce que le choix de votre futur MDM les prenne en compte. Très rapidement, encore pour finir, l'accompagnement de Lifecycle de SCC. Alors, en tant qu'AER qui représente un partenariat exclusif avec Apple, nous, SCC, sommes en capacité de vous proposer une gamme complète de services allant de la mise en œuvre à la gestion de fin de vie de votre produit. Alors, vite, de manière plus synthétique, la personnalisation et l'intégration de vos matériels Apple, leur fourniture et approvisionnement,
la formation et l'accompagnement au changement, l'enregistrement et la gestion des devices pour la partie DEP, la mise en service, le support et la maintenance, et la conception et gestion d'applications spécifiques en parallèle de services autour du VPP. Nous en avons terminé avec la partie présentation. Denis et moi vous remercions pour votre écoute et nous sommes disponibles dès à présent pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup. Donc la première question est de savoir à quoi correspond le mode supervisé. Donc c'était ce que j'étais en train de vous décrire. Le mode supervisé est un mode de gestion avancé avec plus de privilèges fournis au MDM. Donc je vous évoquais un scénario ou un exemple. Un collaborateur renseigne un Apple ID sur un équipement iOS. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Ce collaborateur quitte la société, vous restitue l'équipement. Mais cet équipement, quand vous le redémarrez, reste bloqué sur le renseignement du mot de passe lié à l'Apple ID du collaborateur. Si vous n'avez pas activé le mode supervisé, vous n'avez aucun autre moyen pour déverrouiller l'équipement, le désassocier de l'Apple ID, que de prendre contact avec les équipes Apple Care d'Apple. Vous avez un numéro de téléphone à disposition sur nos sites web. Vous n'avez que ce moyen-là. Si par contre vous avez bien utilisé le DEP et donc bénéficié du mode supervisé, au niveau de vos MDM, vous avez maintenant la capacité, c'est une commande, donc ça se situe au niveau de la rubrique Device. Vous avez une commande qui s'appelle « Générer un code de déverrouillage » et à ce moment-là, votre MDM va envoyer un ordre à votre device iOS et va récupérer, en restitution de ce même device, va récupérer un code qui est une clé. Ça va ressembler un peu à une clé de licence au sens activation du terme, si vous connaissez des logiciels qui disposent de ce type de mécanisme. Et vous allez pouvoir saisir cette fameuse clé en lieu et place du mot de passe du collaborateur qui a quitté votre société. Et instantanément, votre device iOS va casser l'association entre ce même device, justement, et le compte Apple ID. Après, pour vous donner d'autres exemples, le plus simple, c'est de vous rapprocher de la documentation Apple, et on pourra sans doute vous le fournir en synthèse de ce webinaire, vous fournir un lien vers cette rubrique-là. Toutes les fonctionnalités qui sont marquées mode supervisé sont des fonctionnalités qui nécessitent, pour pouvoir être exploitées au travers du MDM, que l'équipement soit justement en mode supervisé. En synthèse, le mode supervisé, c'est ce qui permet de faire la différence entre un scénario entreprise et un scénario bring your own device au niveau collaborateur. Alors, prochaine question. Alors, nous avons une question relative à la notion de migration d'un ancien VPP vers Apple Business Manager. Alors, ce qu'il faut considérer, vous allez avoir différents cas de figure quand vous souhaitez migrer à Apple Business Manager. Premier cas de figure, le plus simple, entre guillemets, vous aviez historiquement deux programmes, un programme DEP et un programme VPP, ouverts avec exactement le même Apple ID. Là, pas d'inquiétude, la migration des deux programmes existants se fera en une seule et unique étape, puisque les deux programmes sont connus avec un seul et unique Apple ID. Scénario un peu plus complexe, entre guillemets, si vous êtes client Apple et que vous aviez ouvert des programmes DEP et VPP depuis un peu plus longtemps, vous aviez très certainement utilisé deux identifiants Apple ID différents. Et en utilisant cette dynamique-là, la migration, quand vous allez passer du DEP à Apple Business Manager, ne concernera justement que la partie device, DEP, et non pas la partie VPP. Donc pour migrer dans un deuxième temps votre programme VPP, en tous les cas le joindre à Apple Business Manager, il faudra dans la console Apple Business Manager générer une invitation vers l'Apple ID du programme VPP. Et ensuite, la personne qui dispose ou qui a accès à ce fameux compte Apple ID pourra enclencher la migration du programme VPP vers le programme Apple Business Manager. Merci Denis. On a une autre question. ABM est-il un MDM? Alors, non. ABM, Apple Business Manager, n'est pas un MDM. Il travaille en collaboration avec un MDM. Donc un peu plus dans le détail, je le redis, Apple Business Manager est un outil gratuit pour aider les entreprises dans la gestion et l'organisation de leur flotte Apple. Tout aussi bien, je le disais tout à l'heure, au niveau des matériels, que ce soit des Mac pour la partie macOS et la partie tablette, iPhone, iPad, etc.
Donc pour répondre concrètement, une fois qu'on est connecté, qu'on a ouvert son inscription à la console ABM, les deux outils que sont la partie DEP et la partie VPP, donc je répète DEP, Device Environment Programme, pour la gestion de votre matériel et la supervision de votre matériel, donc rajouter automatiquement, comme Delisle disait, une couche supervisée de manière automatisée à votre device, hein, et d'une autre partie, la partie VPP, pour la partie gestion applicative uniquement. Donc le portail ABM recentre ces deux outils, hein, pour vous aider dans la gestion et l'organisation de vos devices en entreprise. Pour pouvoir se connecter au MDM, hein, il y a une autre partie dans l'interface de gestion qui vous demande de vous connecter avec un token sécurisé à un ou plusieurs MDM de votre entreprise. Voilà, sachant que le DEP ne peut pas fonctionner pour sa part sans MDM. Ils sont étroitement liés, puisque concrètement, une fois que votre matériel est lié au DEP, vos profils d'intégration de type Zero Touch sont gérés à partir de votre console MDM. C'est votre console MDM qui dit pour mon déploiement Zero Touch, je veux activer ou désactiver certaines parties de la partie initialisation. C'est aussi à partir de là que vous allez pouvoir enrôler, intégrer vos utilisateurs dans votre MDM. Donc pour en finir juste avec cette question-là, ABM, Apple Business Manager, n'est pas un MDM en tant que tel, il est gratuit et ce sont des outils de gestion pour vous aider dans l'intégration de vos devices en entreprise. Voilà. Alors, question suivante d'un de nos participants concernant le temps d'écran. Donc le temps d'écran, vous l'avez vu dans une des diapositives. Effectivement, la question qui est posée, c'est de savoir si le temps d'écran est gérable par un MDM. Non, aujourd'hui, ce n'est pas une fonctionnalité que vous allez pouvoir interdire sur les équipements. Le point que j'évoquais tout à l'heure, c'était exclusivement lié à la partie les écrans de configuration initiaux quand vous démarrez pour la première fois un équipement iOS. Vous avez la possibilité d'enlever l'écran de l'assistant correspondant. C'est pareil sur la partie fonctionnalité relative à la confidentialité, le fait de déclarer un Apple ID, le fait de migrer un équipement vers le terminal iOS dont votre collaborateur vient nouvellement d'être équipé. C'est juste cet aspect-là, c'est retirer l'écran de façon à faire que l'expérience de déballage et de première configuration de l'équipement iOS soit la plus simple, la plus rapide possible. Mais cette fonctionnalité, je le concède, cette fonctionnalité n'est pas aujourd'hui débrayable au travers d'un MDM, à savoir qu'un collaborateur se verra systématiquement proposer ce petit tableau de bord. Encore une fois, en termes de confidentialité, on fait très attention, ces informations restent locales à l'équipement et ne sont absolument pas partagées ni avec Apple, ni récupérables par le fournisseur ou l'outil de MDM que vous utilisez. Donc il n'y a pas d'intrusion dans la vie privée du collaborateur, bien évidemment. Merci Denis. Une autre question, très intéressante d'ailleurs. Peut-on avoir un admin business manager et un admin VPP différent? La réponse est oui. Ça fait partie des nouveautés justement d'Apple Business Manager de pouvoir définir avec des Apple ID gérés, donc qui sont créés dans l'interface d'Apple Business Manager, des droits différents. Donc on peut très bien créer par exemple un administrateur avec droits d'admin globaux au sein de la console, hein, qui a accès à l'entièreté des possibilités de la console ABM. Et ce qu'on appelle un gestionnaire de contenu, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui lui aura un accès unique, privilégié à la partie VPP Apps et Livres. Il n'aura pas accès à la partie DEP, ce qui permet de différencier les accès et de les sécuriser. Donc pour répondre concrètement à cette question, oui, on peut avoir un admin différent en fonction des rôles. Il y a même d'autres rôles qui s'appellent des gestionnaires de personnes, hein, sur lesquels on peut encore donner des droits différents. Mais dans l'interface, c'est très très clairement expliqué, c'est très simple à effectuer, il suffit d'avoir un menu déroulant. Hein. Dans ce menu déroulant, vous avez le choix entre les différents rôles existants. Voilà pour cette question. Et on va passer sur la toute dernière question qui est finalement un complément à une question déjà posée concernant le temps d'écran.
La question complémentaire qui a été posée est plus dans un cadre grand public qu'un cadre entreprise, c'est comme ça que je l'interprète, puisque c'est la capacité à des parents de pouvoir disposer ou remonter certaines informations, je pense, relatives à ce temps d'écran pour leurs enfants. Et là, oui, c'est tout à fait possible. Alors, vous ne verrez pas nécessairement tout le détail, et il faut mettre en place 2 mécanismes pour ça. Il faut que vous ayez créé une notion de famille au sens Apple ID du terme, donc vous soyez le parent et déclarez les Apple ID de vos enfants, et que vous ayez activé le contrôle parental. Et à ce moment-là, vous aurez une remontée d'informations sur le temps d'utilisation de vos enfants, voire la possibilité de leur octroyer du temps ou de définir un temps limité, peut-être pour du Facebook, du Twitter, du WhatsApp et que sais-je. Et donc avoir cette capacité d'une part de visibilité sur le temps passé sur une application et de pouvoir borner, si vous le souhaitez, ce temps passé ou ce temps alloué de façon à leur permettre de bien définir leurs priorités par rapport à leurs études notamment ou à leur vie sociale plus basiquement. Merci à tous pour votre participation Merci beaucoup. à ce séminaire. Sachez que nous vous enverrons très bientôt une invitation pour un second séminaire, cette fois-ci relatif à macOS. Et nous aurons plaisir à vous y retrouver si ce sujet, bien évidemment, recueille tout votre intérêt. Nous espérons que ça vous a plu pour cette session et espérons vous revoir bientôt, soit directement en échangeant avec notre partenaire SCC, soit avec nous-mêmes. Merci Merci beaucoup. encore. Bonne fin de journée.